Depuis environ 16 ans, le Bitcoin et donc le marché global crypto opèrent sous forme de cycle. Jusqu'ici, il y en a eu en total de 4, à chaque fois séparés par un halving. Mais on pourrait se demander, est-ce que ça sera toujours le cas? Certains parlent de super cycle, d'autres de rupture totale. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des éléments qui sont venus changer la certitude qu'on avait sur ce marché. Alors j'ai séparé cette vidéo en 4 niveaux, commençant par les bases pour pousser de plus en plus en profondeur afin de comprendre réellement les cycles de marché. Alors si t'es prêt, accroche-toi, on est parti. Le niveau 1, je pense que pour la plupart vous le connaissez, c'est ce genre de graphique qui est assez répandu. On comprend alors que le marché est cyclique et qu'il est divisé par des lignes blanches, qu'on appelle les halvings. Je ne vais pas rentrer spécialement dans les détails du halving, de ce que c'est, etc. Mais ici on va plus se concentrer sur les cycles. Donc on comprend qu'il y a des cycles et que dans chaque cycle, eh bien en fait il y a 3 phases. Une phase en vert où on va monter, une phase en rouge où on va descendre et une phase en jaune où on va accumuler. Donc je le dis vraiment simplement pour que tout le monde puisse comprendre. Mais voilà, on a les bases. Le cycle, il est divisé en 3 phases, une qui monte, une qui descend et une qui stagne. Maintenant, ces phases, on peut voir aussi qu'elles ne sont pas très précises au niveau de la durée. Par exemple, ici, la première phase en 2012, la phase de montée, elle dure 365 jours, donc une année, alors qu'en 2016, elle dure 546 jours. Donc on peut voir qu'il y a quand même des écarts assez significatifs. Et également, on voit que la pattern du cycle, elle est similaire plus ou moins à chaque fois avec la montée, la descente et l'accumulation. Maintenant, il y a des variations. C'est vraiment dans le fond que c'est similaire, mais elles agissent quand même différemment. Comme ici, en 2020, juste avant le halving, eh bien, on a eu un gros crash. Visuellement, là, on dirait pas forcément que c'est un gros crash, mais ça a quand même divisé le prix par 2. Donc, ça a été assez puissant. Et par exemple, quelqu'un qui était dans cette phase-là et qui s'est dit, la phase verte va arriver, donc la phase où on monte, donc moi je vais investir, et qui voit son capital divisé par 2, c'est pas top. Donc, c'est pour ça qu'on va passer au niveau 2 pour avoir une meilleure compréhension des cycles. Alors, le niveau 2, on arrive sur quelque chose qui est peut-être moins joli, peut-être moins compréhensible, mais vous allez voir qu'avec un peu d'explication, ça ira. Donc, ici, on a déjà la courbe en noir qui signifie le prix du BTC. Donc là, c'est de 2013 à aujourd'hui. Et puis en dessous, on a une ligne bleue. Ça va être la masse monétaire. Donc qu'est-ce que la masse monétaire? Ça va être en fait un regroupement de toutes les devises du monde. Donc par exemple l'euro, le dollar, le yen japonais. Bref, toutes ces devises-là, elles vont être accumulées et donc on a une courbe qui est également haussière parce qu'il y a une certaine inflation et donc la quantité augmente de plus en plus. Maintenant, par rapport à ce graphique, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une certaine corrélation entre le prix du BTC et la masse monétaire. Lorsque le BTC chute, la masse monétaire va chuter et lorsque le BTC monte, la masse monétaire va également augmenter. Si on veut un exemple plus parlant, on peut venir ici au crash Covid. Donc c'est exactement l'exemple que je vous montrais sur le graphique avant qui était beaucoup moins précis. Et là, on peut voir que au niveau du crash Covid, lorsque le BTC est passé de 9800 à ici 5000 $, on a eu un crash aussi au niveau de la masse monétaire. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un crash au niveau du prix? C'est parce que les investisseurs, en fait, dès qu'il y a eu la nouvelle, ils ont voulu protéger leur capital. Et pour ça, ils ont pris leur actif qu'on appelle des risques on, donc tout ce qui va être par exemple actions, crypto, devises fiat, bref, tout ce qui va être un petit peu risqué pour les mettre sur des risques off. Donc il y a par exemple les bons du trésor, c'est des actifs qui ont un risque qui est vraiment très très faible, le plus faible possible. Et donc quand tout se passe bien, souvent les investisseurs ils vont aller placer leur capital, que ce soit comme je vous l'ai dit dans des actions, dans des ETF, dans des cryptos, dans un peu tout. Et quand les choses vont mal, donc par exemple comme il y a eu pour la pandémie, on a eu la nouvelle comme quoi il allait y avoir un confinement et que ça allait pas être bon pour l'économie, alors ils vont retirer leurs actifs pour les mettre sur des risques off. Et suite aux mauvaises nouvelles, on a eu la Fed qui a décidé de baisser ses taux d'intérêt directeurs. Donc les taux d'intérêt directeurs, ça va être par exemple quand vous allez acheter une maison et que vous faites un prêt à la banque. Ce prêt, au fur et à mesure des années, vous allez devoir le rembourser en plus d'avoir un petit intérêt. Et donc la Fed, ce qu'ils ont fait, c'est que vu que l'économie n'allait pas bien, pour que l'économie aille mieux, ils ont décidé de baisser les taux d'intérêt à 0%. Et donc suite à cette décision, il y a énormément d'investisseurs qui ont été empruntés de l'argent parce que c'est ce qu'on appelle un petit peu de l'argent gratuit. Même s'il n'est pas gratuit, vous devez le rembourser, mais vous n'avez pas d'intérêt en plus du remboursement. Et donc c'est ce qui a fait pump en fait tous les actifs, donc tous les risques on, donc que ce soit les cryptos, la masse monétaire, enfin bref, tous les actifs ont pumpé puisque les investisseurs ont pu accéder à du capital avec un taux zéro. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de regarder la masse monétaire également parce que on voit vraiment la cause d'une hausse ou d'une baisse, contrairement au niveau 1 où ça se base juste sur des patterns qui se répètent à l'infini mais qui sont pas sur des données très précises. Ici, si la masse monétaire augmente, on sait que ce flux, il va être redirigé quelque part, il va être investi, que ce soit dans les actions, dans tout ce qui est risk on et notamment les cryptos. Et les cryptos, à chaque hausse de masse monétaire, on peut voir qu'elles en profitent beaucoup parce que leur market cap est assez petit comparé à d'autres actifs comme par exemple les actions ou les matières premières. C'est des market cap qui sont vraiment très différents et donc il faut énormément d'argent pour faire bouger vraiment ces actifs-là. Je fais une petite interruption dans la vidéo pour te dire que si tu apprécies le contenu que je te plaît, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et également mettre un petit commentaire. Moi, ça me soutient et ça me fait super plaisir. Ok, du coup, maintenant qu'on a vu ça, on passe au niveau 3. Donc accrochez-vous bien, vraiment restez jusqu'au bout, quitte à revoir des petits passages de vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire s'il y a quelque chose que vous comprenez pas. On va rester sur le même graphique et on va ajouter une donnée en plus qui
qui est, comme vous voyez ici, le M2 Growth YoY. Donc cette donnée, ça représente le taux de croissance annuel de la masse monétaire. Donc ça compare la valeur de la masse monétaire à un moment donné avec sa valeur un an auparavant. On la voit donc ici sur le graphique avec ces zones en vert et on peut voir qu'elles sont assez corrélées avec les bull runs. À chaque fois quand il y a des pics des cryptos, que ce soit ici en 2013, ici en 2017 ou ici en 2021, eh bien à chaque fois la masse monétaire, elle faisait des pics. Et ici on peut voir qu'on commence à accélérer la croissance de la masse monétaire. Ce qu'il faut comprendre avec ça, et c'est également en lien avec ce que je vous ai expliqué durant le niveau précédent, eh bien c'est que dès qu'il y a de la masse monétaire qui va arriver, donc dès que la croissance de la masse monétaire va augmenter, eh bien c'est des capitaux qui vont rentrer et qui vont donc devoir être mis sur certains marchés, notamment le marché des cryptos. Et c'est pour ça que quand on a une masse monétaire qui est en croissance par rapport à l'année précédente, eh bien on voit que sur les cryptos, il y a aussi une énorme montée. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, quand il y a des grosses phases de vert ici qui montent assez fort, eh bien c'est des bull runs. Ici c'est un bull run, ici c'est un bull run, ici également c'est un bull run. C'est pour ça que le bull run ici de 2017-2018, il a été prolongé, car la masse monétaire, elle continuait de grossir. Donc vous pouvez voir qu'elle a continué de grossir pendant assez longtemps et que donc le bull run de 2017-2018 a été plus long que des autres, comme par exemple celui de 2021. Parce que voilà, ici si on regarde à partir de mars 2021, on peut voir que la croissance de la masse monétaire a commencé à chuter. Et donc ça nous aurait donné une indication, si vous aviez regardé ce graphique là à ce moment donné, vous auriez pu voir que, eh bien en fait, il n'y avait plus de masse monétaire qui est en train d'augmenter, elle était en train de stagner, voire de baisser. Et donc il fallait retirer ces capitaux. Et ça c'était en mars 2021, donc c'était au premier top, donc c'était vraiment un endroit qui était très intéressant pour sortir. Donc il faut vraiment comprendre que c'est la masse monétaire et sa croissance qui va déterminer la réussite d'un bull run. Plus il va y avoir une croissance élevée sur la masse monétaire, plus ça veut dire qu'il y a des flux qui vont arriver sur les cryptos et donc plus le marché va grossir et donc augmenter en market cap et augmenter en prix. Actuellement on peut voir que la croissance annuelle est en train de repartir à la hausse et c'est exactement ce qu'on veut pour un bull run réussi. Et donc voilà, il faudra voir parce que là c'est vraiment juste le début de la croissance, mais ça peut aller très très vite. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais surveiller durant les prochains mois pour voir si le bull run est toujours soutenu par une certaine croissance au niveau de la masse monétaire. Mais alors vous pourriez vous demander comment savoir à quelle intensité et surtout jusqu'à quand la masse monétaire va croître. Et c'est pour ça qu'on va passer au niveau 4. Ok, donc c'est maintenant que les choses se compliquent. Donc voilà, je suis pas un expert non plus, donc si je fais quelques petites erreurs, n'hésitez pas à me corriger en commentaire ou si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre le maximum. Donc il faut déjà savoir que le FOMC, qui est donc le comité de la Banque centrale américaine et dont son but c'est de stabiliser l'économie, eh bien il ne peut pas agir directement sur les taux des fonds fédéraux. Qu'est-ce que les taux des fonds fédéraux? Comme je vous ai parlé avant des taux d'intérêt directeurs. Les taux d'intérêt directeurs, c'est le taux que la Banque centrale va prêter son argent aux banques. Sauf que les banques, le taux d'intérêt il est assez cher. Donc ce qu'elles vont privilégier, c'est se prêter de l'argent entre elles. Et ça, c'est ce qu'on appelle le taux des fonds fédéraux. Souvent, c'est des prêts qui sont assez courts, par exemple une nuit. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte parce qu'elles préfèrent toujours passer entre elles à se prêter pour avoir leurs réserves qui soient tout simplement valides plutôt que d'aller à la Banque centrale où là, le taux va être plus élevé. Et donc, je disais que le FOMC, il ne peut pas agir directement sur les taux des fonds fédéraux. Donc, les taux auxquels les banques se prêtent de l'argent. C'est pour ça qu'ils agissent via la masse monétaire. D'ailleurs, là, je vous montre à l'écran l'évolution des taux des fonds fédéraux et on peut voir que là depuis août 2023, eh bien les taux ils sont à 5,33%. Donc c'est assez stable, mais c'est pas pour rien comme je vous l'ai dit, c'est parce que le FOMC il va agir via la masse monétaire. Donc il faut bien comprendre que la masse monétaire en circulation, donc c'est la courbe en bleu qu'on a vue sur le graphique avant, et les taux d'intérêt, ils fonctionnent de façon opposée. Donc c'est ce qu'on appelle une corrélation négative. Quand il y a beaucoup d'argent en circulation, eh bien les taux d'intérêt baissent et donc emprunter devient moins cher. Alors que quand il y a moins d'argent en circulation, les taux d'intérêt ils augmentent et donc emprunter devient plus cher. Du coup, dans notre cas actuel, l'objectif c'est que les taux d'intérêt baissent afin que la masse monétaire augmente et donc on aurait un flux de liquidité qui arrive sur les cryptos. Maintenant, pour savoir quand et à quelle intensité aura lieu cette baisse des taux d'intérêt, eh bien il faut regarder ce graphique qui agrège les probabilités des prochaines réunions FOMC. Donc ici, on peut voir à gauche à chaque fois une date, donc c'est la date des réunions. La prochaine c'est le 7 novembre 2024. D'ailleurs, ça va être une période assez tendue parce que 2 jours avant, donc le 5 novembre, on a les élections présidentielles. Donc c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de choses au niveau des cryptos, ça risque de bien bouger. Et donc là, on a les futures dates pour les réunions FOMC durant l'année qui va venir, donc jusqu'au 29 du 10 2025, donc durant environ un an. Et puis ici au-dessus, on a à chaque fois des chiffres, donc 275, 300, 300, 325, etc., etc. Ça va être en fait les taux d'intérêt. Donc quand on dit 275, c'est 2,75% ou 2,75 pour mes amis français qui me regardent. Et donc 300 ici, ça va être 3%, ou alors on peut dire aussi 300 points. Ensuite, on a certaines couleurs, parce qu'il faut bien comprendre que ce tableau, c'est des probabilités, donc c'est juste un tableau statistique, c'est pas sûr que ça va se passer comme ça, mais en tout cas, c'est ce qui est
le plus probable et historiquement souvent les résultats sont quand même assez bons. À savoir qu'actuellement la dernière réunion FOMC elle a eu lieu il y a quelques jours et que nous sommes ici donc à 475 500, ce qui fait que la prochaine réunion normalement en termes de probabilité on devrait descendre à 450 475, donc ici parce qu'il y a 66% de chances qu'on arrive dans ces eaux là, ou alors peut-être qu'on va diminuer encore plus et qu'on va arriver à 425 450 points de base. Et donc comme je vous l'ai dit juste avant, plus les taux d'intérêt vont baisser, plus ça sera une rentrée de liquidité sur les cryptos et donc voilà un prix qui est censé augmenter. Maintenant même si ça reste des probabilités et peut-être que ça peut bouger d'une colonne à droite ou d'une colonne à gauche, eh bien on peut quand même voir qu'on est sur une tendance où les taux d'intérêt devraient baisser. Donc jusque ici vers mi-2025, on est quasi sûr qu'à chaque fois on va baisser à chaque réunion un petit peu plus les taux d'intérêt. Puis ici à partir de mi-2025, eh bien ça se ralentit peut-être un petit peu, où ici on va rester peut-être 2 réunions de suite sans baisser les taux d'intérêt et puis on baisse. Ça va se dessiner par la suite parce que plus on se rapproche de la date, plus c'est précis. Là c'est pas encore très précis. Maintenant on voit quand même qu'on a une tendance vers la baisse et que normalement on devrait se rapprocher des 300-325 points de base pour mi-2025, fin 2025. Donc c'est quelque chose de très très positif parce que tant qu'on baisse les taux d'intérêt, eh bien il n'y a aucune raison que les cryptos ne partent pas à la hausse. Et c'est justement qu'on aura une certaine pause en termes de baisse de taux d'intérêt ou peut-être même une remontée des taux d'intérêt que à ce moment-là il faudra sortir des cryptos. Et bon ça il faudra voir en temps voulu. Pour l'instant c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Et donc moi il y a vraiment ce tableau là, je vais le regarder super fort durant les prochains mois parce que l'évolution de ce tableau et voilà les probabilités qu'il en dit, eh bien ça donne énormément pour les cryptos. Plus les taux d'intérêt vont être bas, plus il y aura de la liquidité. Je remets encore cette idée là, je la remets souvent en tête, mais c'est parce qu'il faut vraiment bien comprendre ce principe là. Il est super important pour savoir à quel moment plus ou moins pourrait être la fin du bull run tout simplement et quand est-ce qu'il faut retirer son argent avant que les taux d'intérêt remontent et que donc les gens sortent leur liquidité du marché crypto. Et un dernier graphique que je veux vous montrer pour améliorer la compréhension, c'est tout simplement ce graphique qui va montrer l'évolution de la liquidité sur le marché depuis 1970. Et c'est la courbe tout simplement en noir ici et on peut voir que depuis 1970, eh bien il y a une certaine courbe comme ça qui agit sous forme de vague et que ce schéma il se répète beaucoup et c'est pas pour rien, c'est parce que les taux d'intérêt sont aussi un petit peu fixés là-dessus. Plus on va arriver dans une courbe qui est basse au niveau du trait rouge, plus on va commencer à descendre les taux d'intérêt pour que la liquidité remonte et que le marché se porte tout simplement bien. Et donc ici on peut voir qu'en 2024 on est en bas de la courbe et que l'idée ça va être de remonter. Donc on est un petit peu plus loin qu'ici, je vais pas vous mentir, là c'est des datas qui sont pas encore très précises, c'était plus fin 2023 ici, mais il n'en reste pas moins qu'au moins jusqu'à fin 2025, début 2026, normalement les taux d'intérêt devraient diminuer et donc de la liquidité devrait rentrer. Donc c'est plein d'indicateurs qui nous donnent des bons signaux pour les cryptos, comme quoi normalement tout devrait se passer au mieux et les prix devraient monter, mais il faudra suivre ces tableaux-ci et notamment surtout le tableau ici agrégé des prédictions au niveau du FOMC pour voir s'ils diminuent ou s'ils augmentent les taux d'intérêt, parce que c'est vraiment ce tableau-là qui va nous donner la suite du bull run. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura aidé à mieux comprendre les cycles. On a vraiment été même en dehors des cryptos pour plus le marché traditionnel parce que c'est super important en fait, c'est lui qui va diriger le marché crypto. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit commentaire, un like et puis moi je te recommande d'aller voir cette vidéo qui te montre quand sera la fin du bull run. Donc j'ai regardé historiquement comment ça s'est passé et je te montre tout ça dans cette vidéo.